Le chef du MI6 a déclaré il y a 2 jours que peu importe ce qui se passe en Ukraine, ils vont continuer à coopérer avec les Ukrainiens. Ils veulent rester là-bas. Maintenant, imaginez un instant si la Russie faisait quelque chose de semblable au Royaume-Uni. Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités dans cette région, dans cette combinaison de territoires, mais la Russie ne s'y intéresse pas. Pourtant, ils se rapprochent de la Russie. Ils veulent être près de la Russie. Pensez-vous que cela influencerait ou changerait d'une manière ou d'une autre l'état d'esprit des Russes envers les Britanniques? Jusqu'à présent, ils ont essayé de dire « Nous essayons de tout négocier ». Mais je ne vois aucune situation dans laquelle l'administration Poutine accepterait que les services de renseignement britanniques soient présents en Ukraine après un quelconque accord là-bas. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas complètement éliminer la présence des services de renseignement britanniques, pas plus qu'on ne peut éliminer celle du Mossad, de la CIA, et ainsi de suite. Ils seront toujours là. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de les contenir d'une certaine manière. Essayer de savoir qui ils sont, surveiller leurs activités pour comprendre ce qu'ils font, d'où viennent les menaces, et ainsi de suite. Ce n'est donc pas une question de refuser les services de renseignement britanniques. Je pense que ce n'est même pas réaliste. La question, c'est de ne pas accepter la présence de troupes britanniques sur le terrain, ni allemandes, ni françaises, ni d'aucun autre pays. Les Américains non plus, car même s'il est vrai, comme l'a dit Vladimir Poutine, qu'il fait confiance à Donald Trump ne sera plus à la Maison-Blanche dans 3 ans. Et nous ne savons pas qui y sera ensuite. Les Russes ne peuvent donc pas faire d'exception. Ils ne peuvent pas compromettre leurs préoccupations en matière de sécurité simplement parce qu'ils entretiennent de bonnes relations avec Donald Trump et Steve Witkoff. Dans 3 ans, ils devront peut-être traiter avec Anthony Blinken, Jake Sullivan ou quelqu'un d'autre de ce genre. Ils ne peuvent donc pas faire d'exception pour cela. Ils doivent insister pour que leurs préoccupations de sécurité soient entièrement et totalement satisfaites et respectées, et qu'une nouvelle architecture de sécurité soit mise en place, non seulement pour cette région, mais pour l'Europe en général. Je suis sûr de comprendre le concept dont vous parlez, car dans la Russie, l'Iran, la Chine et l'Inde d'aujourd'hui, on voit ces agents sur place, recueillant des informations. Mais la question centrale pour la Russie serait le gouvernement en Ukraine. Comment ce gouvernement se comporterait? Quel serait son programme? Et qui sont réellement ces nationalistes, ultranationalistes et néo-nazis en Ukraine? Quelle serait leur position? Ce sont, à mon avis, des questions majeures lorsqu'il s'agit de l'Ukraine. Oui, d'énormes questions. Vous savez, les Britanniques ont évacué environ 8000 soldats et officiers alliés aux nazis d'Ukraine après la Seconde Guerre mondiale, et ils les ont emmenés en Grande-Bretagne et au Canada. Et vous savez, ils sont toujours là, et ils sont organisés. Je suppose que c'est ce qui va se passer après la fin de la guerre en Ukraine, qu'un grand nombre de ces néo-nazis ukrainiens vont être évacués, probablement installés au Canada et maintenus là-bas, peut-être même comme une sorte de gouvernement en exil. Et ils vont essayer de les garder pour la prochaine occasion de faire tomber la Russie, car cela fait des siècles qu'ils tentent de la faire tomber, selon la manière dont on veut voir les choses. Les banquiers européens ont financé des invasions et d'autres tentatives de prise de contrôle du gouvernement russe pendant plusieurs siècles. Il y a eu l'invasion suédoise, l'invasion polono-lituanienne, Napoléon en 1812, et bien sûr Hitler avec l'opération Barbarossa en 1941.
Mais il y a aussi eu des tentatives d'infiltrer les structures gouvernementales russes et d'y installer un dirigeant fantoche. Cela remonte aux années 1500. Même, tu sais, il y a eu 2 faux Dmitri, où ils ont essayé de faire croire qu'ils avaient trouvé un type en Pologne et on dit « Oh, c'est le fils de Pierre le Grand et c'est l'héritier légitime du trône russe ». Puis ils l'ont amené à Moscou et l'y ont installé. Et ensuite, tu sais, le peuple russe s'est rebellé et les a chassés. Mais ils essaient de faire cela depuis très longtemps. Même la révolution bolchevique de 1917 a été financée et organisée par des financiers occidentaux, des banquiers américains, britanniques, allemands et suédois qui finançaient la révolution pour avoir leur propre gouvernement à Moscou. Et ils ont réussi. Vous savez, j'ai grandi dans le monde communiste. Ce n'est pas ce qu'on nous enseignait. Mais, vous savez, environ 50 ans après un événement, beaucoup de documents sont rendus publics. Et nous savons maintenant avec certitude qu'il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Nous savons avec certitude que c'est bien ce qui s'est passé, d'après les enquêtes du Congrès des États-Unis et les dossiers du département d'État, à savoir que des banquiers new-yorkais, en coopération avec des banquiers et des services de renseignement allemands et suédois, ont orchestré la révolution bolchevique et installé le gouvernement communiste là-bas, qui leur est resté fidèle jusqu'à ce que Staline prenne le pouvoir et procède à une purge. Mais je pense que, d'une certaine manière, probablement au niveau des banques centrales, les liaisons sont restées. Yeah. Alex, looking at the conflict in Ukraine and Alex, en regardant le conflit en Ukraine, nous approchons maintenant des 4 ans. Et malgré tout, nous savons que l'une des principales raisons pour lesquelles ce conflit a duré si longtemps tient à certaines considérations opérationnelles du côté de l'armée russe, aux changements qui ont eu lieu, à la manière dont l'armée russe s'est transformée. La transformation de l'armée russe est vraiment impressionnante. Une armée conçue à l'origine pour des objectifs défensifs est désormais, à mon avis, prête à mener n'importe quelle opération offensive en dehors de la Russie. Mais en mettant de côté toutes ces questions militaires et opérationnelles, et en regardant l'objectif principal du président russe, il s'agirait d'un accord stratégique plus large avec les États-Unis. C'est pourquoi, vous savez, il savait cela même avant que Donald Trump n'arrive au pouvoir. Il réfléchissait déjà. Si Donald Trump arrive, qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce qui amènerait Donald Trump à la table des négociations? Et nous arrivons, à mon avis, à la fin du conflit. Pensez-vous que Poutine obtiendra ce qu'il avait en tête en matière de sécurité? Une sorte d'accord de sécurité global avec l'Occident. Un accord qui inclurait tous ces acteurs occidentaux. Parce qu'après tout, je ne vois pas l'Europe présente. L'Europe est en quelque sorte absente du tableau. Et à mon humble avis, je pense que l'Europe devrait faire partie de l'accord. L'Europe doit faire partie de l'accord. Mais cela ne semble pas être le cas. Je pense que l'Europe est aujourd'hui prise en otage par l'Union européenne et par des dirigeants comme Macron, Merkel ou Starmer, qui sont d'une manière ou d'une autre complètement compromis et mènent une politique étrangère totalement contraire aux intérêts de leur propre peuple. Je pense que cela restera ainsi tant que ces personnes ne seront pas écartées du pouvoir. Après cela, je suis assez sûr que si l'AfD parvient à former le prochain gouvernement en Allemagne, la situation changera. L'une des premières choses qu'ils voudront probablement faire sera de rétablir la connexion des gazoducs Nord Stream. Et pour cela, ils devront parler avec les Russes et parvenir à certains accords. Tu sais, ils vont rétablir les relations diplomatiques.
Ils vont rétablir les relations commerciales. Et l'un des objectifs du plan de paix en 28 points proposé par le cabinet de Trump est de normaliser les relations avec la Russie et de lever toutes les sanctions. Je pense que nous nous dirigeons inévitablement vers cela. Cela va simplement se produire sans l'UE, sans Ursula von der Leyen et Kaja Kallas, sans Merz, Macron et Starmer. Et je pense que le seul vrai problème, c'est probablement le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Car là-bas, la mentalité russophobe est tellement enracinée qu'il leur sera très très difficile de tourner la page. Et parce que vous savez, au bout du compte, la Grande-Bretagne devrait redevenir une nation insulaire neutre, s'occupant de ses propres affaires. Je pense que leur structure actuelle du pouvoir est enracinée là depuis des siècles, elle ne va pas disparaître. Et je pense que le peuple britannique est encore très loin d'opérer un tel changement. Il faudrait une sorte de révolution en profondeur, un changement complet de gouvernement, peut-être le renversement de la monarchie et l'instauration de quelque chose de totalement différent. Mais une fois que le Royaume-Uni ne pourra plus manœuvrer ses alliés dans des guerres et des confrontations, une fois qu'ils n'auront plus le soutien inconditionnel des États-Unis, ils ne pourront plus faire grand-chose à partir de ce moment-là. Ils vont devoir repenser ce qu'ils font. Et je pense que cette fois-ci, ni les Russes, ni les Chinois ne vont simplement dire « Bon, d'accord, continuez comme d'habitude », parce qu'ils savent que ces gens-là n'abandonnent jamais. Ils se regroupent, ils adaptent peut-être leur stratégie, mais ils continuent d'attaquer car leur modèle économique, c'est le colonialisme. Il faut donc prendre le contrôle politique de la Russie, de la Chine, de l'Iran, afin de pouvoir en extraire la richesse. Et cela va rester une constante, comme c'est le cas depuis quelques siècles. Je pense qu'à ce stade, les Russes et les Chinois vont continuer à exercer une pression sur le Royaume-Uni pour qu'il se réforme en profondeur. Et je pense que cela va durer longtemps, car je m'attends à ce qu'ils s'y prennent par des moyens légaux, en exigeant des réparations, par exemple. Les Indiens, pour une raison ou une autre, ont calculé que pendant la domination britannique, environ 44 000 milliards de dollars de richesse, en valeur actuelle, avaient été extraits de l'Inde. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce calcul, mais probablement pas parce qu'ils s'ennuyaient. Peut-être parce qu'ils voudront se racheter. Ils vont exiger des réparations à un moment donné, dès qu'ils le pourront. Pour l'instant, ce n'est pas réaliste, mais qui sait, dans quelques années, ce le sera peut-être. Les Russes ont des revendications similaires, et les Chinois aussi. C'est l'Empire britannique qui a infligé à la Chine un siècle d'humiliation, puis a utilisé le Japon comme son proxy, ce qui a entraîné la mort de 30 millions de Chinois. Je ne pense donc pas qu'ils vont simplement laisser ce problème en suspens et le laisser s'envenimer jusqu'à ce qu'une autre génération tente à nouveau la même chose.